Bienvenue à E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi. Mon nom est François Anger, en compagnie ce soir de Guillaume Plante, Olivier Morissette et Alex Drouin. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Messieurs, vous serez d'accord avec moi encore cette semaine pour dire qu'il n'y a rien qui fait mieux, qui fait plus été que de s'enfermer dans la maison et de lire de la bande dessinée. Non. Ouais, pas de lumière, là. Juste la noirceur, tu baisses toutes les stars, fermes tous les rideaux, tu lis. Ça, c'est la vraie vie. C'est un vrai de vrai été. Donc, encore très content de vous avoir avec nous cette semaine. Olivier Morissette, salut. Oui, salut François. C'est ta première participation à l'émission cette saison. Ben oui, de cette saison, je suis maintenant disponible pour venir. Ben oui, t'étais, je crois, dans une résidence en études tintinoludiques. Oui, c'est ça, à l'université de Leibniz. En Allemagne. OK. Ouais. Après ça, lorsque la résidence a fini, j'ai pris un petit peu de temps pour voyager l'Allemagne. J'étais allé visiter la célèbre piste de ski de Garmisch-Partenkirchen. Oui. Ouais. Est-ce que c'est aussi long à faire qu'à dire? Ah, et même plus. Je pense qu'on peut dire 2-3 fois facile en descendant. Que de détails pour une anecdote complètement fausse. C'est précis quand même. Alors, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les saisons précédentes, la première année, on a fait on a passé en revue tous les albums de Tintin. Selon un forum français, on était très bons. Oui, c'est vrai, on a découvert ça, oui. On a découvert ça récemment. L'an dernier, on a pris plusieurs séries classiques. On est allé voir sur Internet quel serait, selon le consensus internetuel, qui est un mot que je viens d'inventer en ce moment même. Que l'Académie française s'empressera de mettre j'espère bien. dans les dictionnaires. Donc, on a regardé quel serait le meilleur album, quel serait le moins bon album, et on en a parlé pendant une saison complète. Et cette année, ce qu'on fait, on brasse un peu la sauce. On choisit un genre à chaque semaine, un genre qui est déterminé au hasard. Et par la suite, nous aussi, on a un ordre de sélection au hasard. Selon l'ordre de sélection, on choisit un album et on en discute dans un même genre. Et comment ça fonctionne? C'est que nous, on a un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Ça mesure les gognos. Exactement. Et donc, on a un goniomètre et, suite à quelques réglages inopportuns, il s'est un peu détraqué, il a un peu pris le contrôle de l'émission. Et c'est donc lui qui choisit le genre et c'est lui qui choisit l'ordre de sélection selon des offrandes qu'on va lui donner. On va vous en parler un peu tout à l'heure. Mais donc, cette semaine, le genre qui nous a été attribué par notre goniomètre, c'est espionnage / polar, que nous, on a rebaptisé Espolar, d'ailleurs. Ce qui est un plus beau terme, je crois. Un autre mot pour l'Académie française. Et là, Espolar, c'est pas de l'espuma d'ours polaire. À ne pas confondre. C'est un autre mot valise pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Tout à fait, exactement. Et ça m'amène à vous dire que c'est bien beau tout ça, faire des émissions sur la bande dessinée, mais faut que ça se paye. Et je dois vous dire que, avant de commencer, cet épisode de E égale RG2 est une présentation du marché noir du Vieux-Port. Le marché noir du Vieux-Port, depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit à Québec pour le malfrat moderne. Que vous soyez un criminel notoire ou un simple bum de ruelle, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Dynamite bio, cyanure équitable, polonium sans OGM, machine à faire du brouillard, dentier en métal, on a tout ça en stock. Et en ce moment, c'est la saison des grenades de l'île d'Orléans. Profitez-en pendant qu'il en reste, elles partent très rapidement. Un petit creux, venez déguster une succulente mitraillette chez notre saucissier qui n'est absolument pas une façade pour les triades japonaises. Le marché noir du Vieux-Port, là où fraîcheur rime avec terreur. Financement disponible jusqu'à 720% d'intérêt. Téléchargez notre bookmaker virtuel sur l'App Store. Et également, deuxième commanditaire, et de Silencieux Proto. Besoin d'éliminer vos ennemis en toute quiétude? Silencieux Proto. Alors voilà. On est payé. Merci à ces généreux partenaires. Oui, Que j'en pogne pas un dire qu'on n'a pas de radio à contenu à Québec. Non, écoute, ça va très très bien. Donc voilà, ce soir, BD espionnage, ça va être bien intéressant tout ça. Il va beaucoup d'action. Ce soir, la semaine dernière, c'était de la biographie. On était dans les gens, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi. Ce soir, c'est dans la grosse action. Donc, on y va avec l'espionnage. Après avoir écouté une chanson, c'est une chanson inédite, édite maintenant, puisqu'elle on va l'entendre. Elle existe. Elle existe. Mais c'est Radiohead
et la pièce Spectre, qui avait été composée à l'époque pour le film Spectre de James Bond. Et les producteurs ont décidé de choisir une autre pièce pour le générique. Ils ont pris une chanson très ennuyante de Sam Smith. Mais Radiohead a décidé donc de faire donc paraître cette chanson disponible à tout le monde. Donc voici Radiohead avec Spectre. Et voilà, il n'y a pas de musique qui joue. C'est vraiment expérimental à la sorte du Radiohead. Oui, c'est très On l'a dit que c'était un extrait inédit. Ben, c'est pas grave. Hein? C'est tellement un spec que même la toune est morte. Ouais. Finalement, Sam Smith n'est pas si mal que C'est ça. Finalement, elle n'était pas encore édité. Finalement. Écoute, tant pis. Hein? Ah oui, tant pis. Tant pis. Tu veux que je te dise? on va parler, Ben oui. qui est la chose pour laquelle on est quand même plus ou moins bien habilité. Ce que je peux vous dire également, si vous voulez, pendant l'émission, nous parler, eh bien, on est disponible de quelques façons. On est disponible sur Facebook, facebook.com/RGCKRL. On pose une question. On vous demande quelle est votre bande dessinée d'espionnage favorite. Et donc, voilà, c'est une petite question pour vous. On a également, on a déjà quelques réponses. On est également disponible sur notre hashtag personnel, qui est le hashtag matraquemolle. Les meilleurs matraques. Sur Twitter, c'est les meilleurs matraques. On rappelle, pour ceux qui se joignent à nous, la matraque molle, on avait décrété dans la première saison que c'était la kryptonite de Tintin. C'est la seule chose qui pouvait arrêter Tintin. Ouais. Au fil de la saison, on avait bien sûr remarqué que c'était pas tant le cas, parce qu'il n'y avait pas vraiment de matraque molle. C'était dans l'esprit tordu de Guillaume Plante. Ben, je suis pas le seul. J'ai vu une question sur un forum et quelqu'un qui voulait savoir c'était quoi le nom pour désigner la matraque molle, puis il avait clairement dit Tintin dans les exemples, et la personne en question n'était pas moi. Fait que je suis vraiment pas le seul à penser qu'il y a des matraques molles dans Tintin. Il y a un phénomène qui existe pour ça, où plusieurs personnes ont à peu près le même souvenir, mais c'est jamais arrivé cette chose-là. Le Ça, j'ai déjà vu ça. syndrome de Mandela. Voilà, merci beaucoup. C'est bien pas une joué, joke, ça. c'est Non, pas mais une c'est joke. vrai, mais pas de Nelson Mandela. C'est Non. important, très important. Non, Oui, pas le le Mandela symbole effect, c'est vrai. Non pas le syndrome de Mandela, où est-ce que tout le monde pense avoir vu la même mosaïque finement Il est dessiné élaborée. de la même façon. Très fort. Oui, tout à fait. On est également sur, si vous voulez réécouter les vieux épisodes, l'épisode dans lequel il y a des chansons, c'est disponible sur iTunes, sur également le erg2.com. Faut que j'arrête de dire le égal, il n'y a pas de égal pas. sur le web. Et également sur Google Play. Les garçons, Olivier, toi t'arrives cette semaine, là, mais je vais t'embarquer tout de suite dans le bain. Combien d'abonnés, mise à jour, combien d'abonnés sur Google Play, Guillaume? 8.2. Alex? 8085. Olivier? Moi, j'ai écouté les épisodes précédents, je dirais 21. Alors, c'est 0. C'était pas toujours. si loin. Encore une fois, toujours 0. En fait, il y a quelqu'un qui s'est abonné au Google Play et qui s'est désabonné. Ouch! On avait un abonné. Ah, c'est pas grave. Alors, c'était Spectre de Radiohead, Secteur de Radiohead. qui sonne vraiment comme 4 gars d'âge mûr qui parlent de boîtes de BD. Exactement. Ben, c'est ça. Écoutez, également sur la page Facebook, allez voir ça. À chaque semaine, on a un sondage. À la fin de l'émission, le goniomètre détermine 2 albums qu'on doit sauver et c'est à vous ensuite de voter pour quel est le meilleur album du genre qui nous intéresse. La semaine dernière, c'était le genre biographique et le gagnant, c'est Alex et André le Géant. Yeah! Donc, personne ne peut voilà, arrêter t'as le gagné. géant. En fait, si ça avait été Hulk Hogan, l'autre biographie il aurait probablement perdu, mais là, c'est impossible de le battre. Et oui, c'est Alex qui a gagné, ce qui prouve que même une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Ouais, ben écoute, ça va. Mais Alex, c'est ça. En tout cas, on va en parler un peu Oui, tantôt, oui. là, mais. Ça fait physiquement mal. T'as des drôles de choix. Oui! C'est poli quand même. C'est correct. Bon, on va y aller avec le vif du sujet, la BD d'espionnage. Comme je vous disais, on a un ordre de sélection selon le goniomètre, selon les offrandes qu'on offre au goniomètre. Et cette semaine, c'est Guillaume Plante qui a eu la première position, le premier pic du Oui, repêchage. pour la 3e fois en 4 émissions. Je sais pas ce que tu y fais. Oui, Belles ben- offrandes. Ben, en fait, on le sait, tu le dis à chaque semaine. Ouais, ben c'est ça. Cette semaine, je me suis calmé un petit peu le pompon, tu sais, après avoir donné des recettes et la faculté de faire de la raclette. Cette semaine, j'ai donné 8 Monsieur Freeze orange, ce qui prouve hors de tout doute que ce sont les meilleurs Monsieur Freeze. C'est un débat. Bien joué. Mais clairement pas. Le gars, Pas selon le gagnant. ce sera pour la saison 4 de Égal RG2.
Deuxième choix cette semaine, Olivier, qui Oui. est la presque chance du débutant. Ben oui, alors moi j'ai donné au goniomètre une charge de cours à l'Université du Québec à Beauceville. C'est le cours le phylactère à travers les âges. OK. Donc j'avais déjà les prochains étudiants de la session prochaine, le goniomètre va changer de manuel. Donc ceux qui ont acheté un manuel usagé, oubliez ça, il va changer de manuel de cours. Bref, ça vaut moins que 8, Monsieur Freezer. Ben, il me semblerait, mais c'est un cours de tronc commun. C'est parce qu'il faut qu'il se déplace à Beauceville. C'est Ouais, tannant. c'est ça. Là, l'autoroute se rend dessus, là? Je pense que oui, hein? Oui, Oui, ça va. Notre beauceron en résidence. Ah. Alex Drouin. Tell me about it. Et troisième choix, c'est moi. Est-ce qu'on n'a même pas dit qu'est-ce qu'on avait? Guillaume, qu'est-ce que tu as choisi, toi, avec ton premier pick? Oui, moi, j'ai choisi rien de moins que la série Black Sad. Ben oui, évidemment. Toi, Olivier, J'ai choisi la série de comics Chew chez Image Comics. Alors moi, j'ai le troisième choix. J'ai choisi La colère de Fantomas de Olivier Boquet et Julie Rochelot. Et mon offrande, c'est que en fait, j'ai transféré tous mes timbres IGA au goniomètre pour qu'ils puissent s'acheter un nouveau set de vaisselle à 20$. Ah, C'est smart. quand même bon. Quand tu as besoin de vaisselle. Ben C'est oui. quand même cool. Ouais, oui. Et finalement, Alex. Oui, alors moi j'ai le quatrième choix cette semaine, et ce qui m'a permis ou m'a guidé en fait vers la série de BD, du moins deux tomes de OSS 117. Alors c'est ça qu'on va parler plus tard. Et moi, l'offrande que j'ai fait au goniomètre, en fait, on est dans le temps de déménagement, j'ai donné 3 pots de peinture Sico à moitié utilisés. Alors le bleu, rendez-vous secret. Le vert, goût de résine, et le rouge, sang de dragon. Tous des vrais pots et des vraies couleurs. Tous des vraies couleurs. Ben. Alors voici, j'aurais donné du orange, là, selon ce que Guillaume m'a dit. J'ai erré. On sait pas la couleur, la couleur, la vraie couleur, la couleur préférée du goniomètre. Moi, je le présume d'être daltonien. Donc, on va y aller tout de suite. Guillaume, parle-nous donc un peu de Black Sad. Black Sad. Quand on a choisi de parler de polar, je m'étais dit, hey, il faut vraiment que je sois le premier à choisir si je veux mon pick, parce que Black Sad, c'est vraiment juste la meilleure série policière qu'on peut pas avoir. C'est une série qui a été illustré par Juanjo Guarnido. J'espère que nos auditeurs espagnols et hispanophones vont pardonner que j'aille massacrer ce prénom. Qui a été illustrateur, notamment pour les versions espagnoles de Marvel, et qui a été dessinateur de décors et animateur au studio Walt Disney. Pour les profanes, ça veut dire qu'il est vraiment sur la grosse coche. Et l'auteur est Juan Diaz Canales, qui a débuté lui aussi dans le domaine du dessin animé, mais qui s'est plus converti vers le scénario. Il a notamment repris la série Corto Maltese en 2015. Oui, on en avait parlé l'an dernier. Ouais. Oui, ce duo de choc a fait une belle série bien noire nommée Black Sad, de personnages anthropomorphiques, c'est-à-dire que c'est des animaux. Il y en a qui pourraient penser que c'est un peu comme le Robin des Bois de Disney, où est-ce que Robin des Bois c'est un renard, alors ils doivent se dire « Ah, c'est cute cette affaire-là ». Non, c'est rough. c'est on est loin de vraiment ça. très rough. Ouais. Et ils ont pondu 5 incroyables albums entre 2000 et 2013, dont 3 hors série. Bref, je vais en parler un petit peu plus en profondeur tantôt, mais c'est un incontournable dans la c'est vraiment, BD polar. c'est vraiment un classique moderne. Oui, absolument. Oui. Bon, maintenant, pour une autre BD, un classique moins moderne. Ouais, c'est ça, plus contemporain. Ouais, Olivier. C'est la série de BD américaine, de comics Chew, qui est publiée chez Image Comics, l'auteur est John Layman, et puis le dessinateur est Rob Guillory. La série a débuté en 2009 et c'est en juin 2009. C'est arrêté en novembre 2016. Ça fait 60 numéros. Donc, ceux qui sont habitués avec la terminologie des comics américains, c'est 60 petits numéros mensuels. Ça totalise environ une douzaine. C'est 12 tomes plus volumineux. C'est une série qui a été très populaire. Là, deux prix à la série. On suit les aventures d'un policier, un agent en fait de la Food and Drug Association, la FDA, qui s'appelle Tony Chew. Puis Tony est un cybopathe. Un cybopathe, c'est quelqu'un que, lorsqu'il mange quelque chose, il a des souvenirs ou des réminiscences de qu'est-ce qu'il a mangé. Wow. Si c'est une carotte, il voit la vie de la carotte. Mais si c'est, par exemple, un cochon, ben c'est la vie d'un cochon. Et si c'est un vil meurtrier, ben c'est la vie du vil meurtrier. C'est comme la synesthésie du manger. Ouais, c'est ça.
Et donc, Wow, quel beau pouvoir. c'est un univers un peu dystopique où, suite à une grippe aviaire, le gouvernement a mis la prohibition sur le poulet, qui est maintenant la denrée de marché noir la plus convoitée au monde. Et quand Tony croque dans plein de choses pour à faire avancer ses aventures. Genre, des gens, là. Entre autres. Wow. C'est parce que les gens, c'est supposément un goût de poulet. Mais en fait, c'est ça. Pour élucider les crimes, les mystères, des fois, il s'aide de s'il y a un cadavre qui traîne, peut-être va-t-il prendre une croquée pour savoir qui était-il. Si on dit que les humains, ça goûte le poulet, est-ce que tu manges un poulet cru, est-ce que tu pognes la salmonellose? Je sais pas, je demande pour un ami, là. Ah ouais. Moi, je me risquerais pas à manger quelqu'un pas cuit. Ça dépend combien de temps il a été sur le comptoir avant. Faut que tu nettoies, mais comme faut. Et puis on en parlait, j'ai fait Saga dans la première émission. Oui. Image Comics, depuis plusieurs années, là, c'est vraiment rendu la place dans le comic américain pour les séries, sans dire haut de gamme, les séries un peu plus adultes, des séries, des séries plus intéressantes. Où il y a il y a plus de moins de créativité, super-héros, de là. liberté. Là. C'est ça. C'est le genre polar, là. C'est un peu stretché parce que c'est un peu fantastique, là, mais ça reste quand même policier. Troisième choix pour moi, La colère de Fantomas. Bien, vous connaissez probablement le nom Fantomas, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Eh bien, c'est une BD qui est sortie en 3 tomes entre 2013 et 2015 chez Dargaud, scénarisée par Olivier Boquet et dessinée par la très talentueuse Julie Rochelot, qui est une dessinatrice de Montréal. Donc, on ajoute un peu de contenu Keb, Guillaume, dans l'émission. Si c'est Keb, c'est bon. Si c'est Keb, c'est bon. Et voilà. Au départ, j'avais quelques pistes pour l'espionnage / polar. Je voulais faire Tyler Cross, qui est sorti il y a quelques années aussi, qui est très dans un peu film noir, très violent. J'avais aussi pensé à Silas Corey, qui est par le même scénariste, Fabien Nury. Mais pour des raisons de logistique bibliothécaire, ce n'est pas possible. Je viens d'avoir l'avis de réservation là, tout juste avant l'émission. On remercie le réseau des bibliothèques de Québec de nous avoir pourvu de matériel depuis 3 ans. Exactement. Mais il faut bien... Bon, je me suis pris un peu tard. Mais donc, La colère de Fantomas... voilà, une série, c'est ça, comme je disais, vous connaissez le personnage, un personnage qui est apparu pour la première fois en 1910, personnage de feuilleton français, c'était écrit par Pierre Souvestre, ou peut-être Souvestre, là, je sais pas, des fois ils mettent des S inutiles. Les Français sont de même. Ça se prononce Tanguay. Et Marcel Alain, donc, ils ont écrit... écoute, entre 1911 et 1913, il y a eu 32 romans de Fantomas. Il va tout être bon, hein? Probablement. Mais je sais pas, je les ai pas lus. Quand Pierre Souvestre Picaros est décédé, Marcel Alain a continué d'écrire des histoires par lui-même. Il y a eu même pendant les années 13-14, il y a eu des films muets, déjà avec le personnage de Fantomas, réalisé par Louis Feuillade. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à cet homme dans la bande dessinée. Et ce qu'on connaît peut-être plus, nous, c'est les films qui ont été faits avec Louis de Funès et Jean Marais dans les années 60, où Fantomas a une espèce de masque bleu. Il a l'air d'une espèce de bizarre de vampire. Ou d'un membre du Blue Man Group. Ouais. C'est le genre de film qu'on voit tout le temps à Canal D des fois à 11h. Puis là, tu regardes 5 minutes, puis qu'est-ce que c'est ça? C'est bien bizarre. C'est comme un Dr. Doom avec un masque en rubber cheap. Tu regardes 5 minutes de ça, c'est Louis de Funès. Tu sais, Louis de Funès, on se pose pas la question, c'est Louis de Funès. C'est dans n'importe quel film qu'il va jouer, il joue Louis de Funès. C'est comme Jerry Lewis ou... tu sais... Ouais, qu'il soit un policier ou un critique de culinaire. Fait que pour moi, Fantomas, là, c'était ça. Là. C'était ces films-là que je regardais 5 minutes une fois de temps en temps. La bande dessinée, on n'est pas là-dedans pantoute. C'est pas drôle. C'est un peu drôle. Il y a certains éléments comiques, mais bon, à la base, on va le dire, là, c'est 90% pas drôle. Et selon ce que j'ai lu sur Internet, c'est un peu un condensé des histoires des années 10, un peu... qui ont été un peu remises au goût du jour, mais on reste quand même dans ces années-là. Ça se passe justement en 1911. Fantomas, c'est vraiment un super criminel. Écoute, c'est le top
le top des criminels. C'est un maître du déguisement. On le voit toujours présenté comme une ombre, il y a une cagoule. Est-ce que Fantomas est meilleur que Alan Thompson, le célèbre contrebandier? Écoute, je pense que oui. Écoute, Fantomas contre Alan Thompson, il dure même pas 10 secondes. Là. Et là là. C'est même pas pareil. On n'est pas dans les mêmes ligues. On sait jamais c'est qui. Donc, c'est un maître du déguisement. Donc, à chaque fois qu'on le voit sans sa cagoule, il y a toujours un autre visage. Donc, on connaît pas son identité. Même après 10 pages ou 20 pages, Fantomas a déjà été décapité. Il a été guillotiné, mais évidemment, on comprend assez vite que c'était pas la vraie personne. Ils ont décapité, ils ont guillotiné un kidam. Fantomas, il s'en sort toujours. Dans la BD, on présume un peu de son identité, on lance quelques pistes, mais on sait pas c'est quoi. C'est un peu comme le Joker dans The Dark Knight. C'est un espèce d'agent du chaos. Il y a quand même une certaine motivation dans la BD, là, qui est une bonne vieille vengeance contre ceux qui l'ont mis en prison. Mais c'est au-delà de ça. Là. C'est vraiment dans l'espèce de super méchant, là, un vrai de vrai super méchant. Donc c'est ça. À la fin, on le voit jamais. Le seul moment où on pense le voir pour vrai, on le voit en silhouette et il y a pas de cheveux. Donc c'est peut-être ça son problème. Il est chauve. Peut-être que la calvitie dans les années 10, là, c'était très mal vu. Il osait pas se montrer. Et il y a ça. Donc dans cette BD là, c'est il y a les gentils, c'est un inspecteur de police. Il y a un journaliste qui est peut-être son fils. Là. Il y a quelques pistes là-dessus. Les personnages, c'est quand même assez old school là, comme motivation. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a pas ils ont pas un père absent. Là, Fantomas, c'est Fantomas. C'est juste un super criminel. Ouais. On s'imagine pas qu'il a été enfermé pendant 2 semaines par un oncle dans une grange. Là, c'est ça qui a donné sa motivation de devenir méchant. Là. C'est vraiment juste un super criminel. Donc c'est ça, c'est un remis au goût du jour, réhabilitation. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, dans notre petite partie débat, mais vraiment une belle surprise. Julie Rochelot, c'est vraiment une dessinatrice là, incroyable. Là. Il y a beaucoup de choses à dire. On va en parler un peu plus tard. Mais voilà un peu pour la partie intro de La colère de Fantomas. Et Alex, maintenant... Oh oui, c'est l'heure de parler d'OSS 117. J'ai lu... Il y a certains liens, d'ailleurs. Oui, il y a certains liens à faire qu'on pourra parler un peu plus tard, mais j'ai lu les 2 premiers tomes de l'adaptation BD sous la plume de JF. Ne pas confondre avec JF, qui est un autre dessinateur qu'on connaît. C'est quoi, ça? Qui, lui, D-J-I-H-E-F, si je ne m'abuse. Ouais. Mais là, moi, c'est G-I-H-E-F. JF, tout seul. Les 2 premiers albums, le premier est intitulé Tequila Molotov pour OSS 117 et le deuxième Bon Maisé d'Athènes. Petit jeu de mots ici. Et les 2 BD sont pas dessinés par la même personne. La première par Rinaldi, la deuxième par Cuneo. OSS 117, qui est-il? Vous avez probablement vu les films avec Jean Dujardin de Michel Hazanavicius. Mais oubliez ça, hein? Ça c'est une aberration statistique. L'humour d'OSS 117 qu'on a vu dans les films de Jean Dujardin n'ont rien à voir avec l'œuvre originale. Une série de romans d'espionnage créée par l'auteur français Jean Brousse en 1949. Ça précède de James Bond de 4 ans quand même. Alors l'espion qui travaille pour une agence aux États-Unis, beau bonhomme, cheveux noirs, caucasien, là, oubliez ça, James Bond, c'est OSS 117, c'est le proto James Bond. Moi je le dis comme ça. C'est les aventures. Notre commanditaire, les silencieux. Oui, les silencieux proto, et oui. OSS 117, qui est-il? Eh bien, c'est Hubert Bonisseur de la Batte, matricule OSS 117, un espion américain de descendance française au sein de l'Office of Strategic Services. Alors comme je disais, oubliez les films de Jean Dujardin, là, ça se passait dans les années 60, 70 à peu près, les aventures d'OSS 117 ou à peu près dans les BD que j'ai lus. Puis c'est vraiment plus sérieux. Hein? On retrouve vraiment là, toutes les bases même d'un film d'espionnage, tous les clichés ou à peu près, parce que l'œuvre originale, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'œuvre originelle ou presque, sur laquelle James Bond a tiré beaucoup de traits pour se ressembler. Alors j'ai lu les 2 premières BD, 2 histoires qui n'ont pas de lien entre elles, donc on peut lire la deuxième sans avoir lu la première et vice versa. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est OSS 117, c'est un espion américain qui travaille pour des missions quelconques, puis il se fait envoyer dans ses missions, c'est un charmeur, c'est un tombeur, tout lui réussit, il est jamais dans le trouble, puis ben c'est ça, c'est un espion, hein, bien classique, habillé beau, qui se pogne des madames. Fait que ça arrive.
Fait qu'on a vraiment tous les ingrédients qu'on a besoin. Des lieux exotiques, un gros méchant, des femmes fatales, les gros subalternes luchadors, hein, qu'on retrouve dans plusieurs autres aventures d'espionnage. Ça va assez rapidement, ça se lit bien. Quelques twists par-ci par-là au niveau de l'histoire, plus dans le deuxième album, où il doit retrouver un homme qui aurait inventé une espèce de façon de communiquer par ondes radio sous-marines qui vont plus loin que n'importe quelle technologie existante. Ben oui. Quand même intéressant à trouver. Puis dans le premier album, Tequila Molotov pour OSS 117, il doit se rendre justement dans une ambassade en passant par Montréal et l'aéroport de Dorval. Ça, c'est quand même drôle. Parce qu'il faut qu'il passe par Montréal. Et c'est là qu'il ramasse les Russes de qui il prend l'identité pour se rendre jusqu'à l'ambassade soviétique de Mexico. Alors c'est quand même intéressant. Une petite touche locale, hein? Quand c'est Keb. C'est bon. Quand c'est Keb, c'est bon. Fait que c'est quand même le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Comme je dis, c'est très basique au niveau de l'espion que l'on a connu ou que l'on connaît, très classe, très suave. Et il y a une très bonne citation que j'ai trouvée dans le premier album où il se fait offrir par son patron du whisky glace. Le matin, il répond « Whisky glace à 9h du matin, vous n'êtes pas sérieux, mettez-moi plutôt un gin. » Alors, ça donne le ton sur qui est OSS 117. C'est avec de l'eau congelée ou bien c'est vraiment du whisky avec de la vitre pétée? Un whisky glace, ouais, oui, c'est la bonne vitre pétée. Très croquant, très bon. On parlait tantôt justement du lien qui unissait Fantomas et OSS 117. C'est oui. Au niveau des films. Oui, c'est ça. J'ai films d'OSS 117. En faisant ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y a eu des films qui ont été faits au niveau des années 60 et le réalisateur de ces films-là, en fait, a fait autant les adaptations d'OSS 117 que de Fantomas. Voilà. C'est quand même intéressant. Et c'est drôle parce qu'il y a un des films qui s'appelle OSS 117 se déchaîne et un autre de ces films qui s'appelle Fantomas se déchaîne. Alors, va pour l'originalité au niveau des titres et des adaptations. Il y avait un titre. Puis, oui, et ça ne marchait pas. Il s'est levé en trouvant le titre. Un héros se déchaîne, il a dit « Hey, c'est ça. » C'est vraiment bon. Ça, c'est ma vocation. J'ai écouté un des films, justement, d'OSS 117 de l'époque qui avait connu, à ce qu'on me dit, un certain succès. Puis, c'est très fidèle à l'œuvre originale, mais contrairement à ce que toi, tu me disais, les films avec Louis de Funès, c'était un peu plus comique, ce qui est pas vraiment aucun lien avec l'œuvre originale à la base. Et vice-versa, plusieurs années plus tard, on se retrouve avec les films de Jean Dujardin, où là, on a une comédie, ma foi, folle, qui a rien à voir avec l'œuvre originale. Alors, tout est dans tout, comme on dit. Ah oui. Ouais, ben, quand même, c'est quand même drôle, ça, le fait de prendre une série comme sérieuse, faire un film comique, prendre une série comique, un peu faire quelque chose de sérieux. Ouais. Ça peut être étrange. Mais, en tout cas, le film de OSS 117, en tout cas, le premier avec Jean Dujardin, c'est encore très drôle. Oui, c'est très, très drôle, mais encore là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les clichés ou les trames d'un film d'espionnage, puis on les envoie là-dessus, puis that's it, là. C'est-à-dire, bon, ben, voici l'espion, c'est un tombeur, tout est réussi, on l'envoie en mission dans un lieu exotique, puis voilà, c'est ce que ça donne. Ça fonctionne bien, mais le vieux film, en tout cas, il y avait un bon budget, mais à part quelques explosions un peu douteuses et un acteur clairement américain qui parle anglais puis qui est traduit en français par un autre acteur. C'était un bon nanar, comme on dit. Bon, parfait. On va écouter une vraie pause publicitaire. Je vais essayer de mettre la chanson de Radiohead. Ça se pourrait que j'ai oublié de peser sur un piton tout à l'heure, ce qui est pas... Ce serait probable. Ça serait très probable. Donc, on va écouter une pause publicitaire et on revient tout de suite après pour parler de toutes sortes de choses dans la BD espionnage. Bon, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai vu un gars louche partir de la station avec une poignée de fil. Est-ce que ça pourrait t'aider? Est-ce que c'est celui-là qui s'en allait au marché noir du Vieux-Port? C'est peut-être ça. Ben, décidément. Dispossessed, taken hold. My hunger burns a bullet hole. Spectre of my mortal soul.
Radiohead avec Spectre qui se retrouve sur aucun album, mais qui était une pièce qu'ils avaient composée pour le film de James Bond du même nom et qui n'a pas été choisie à la place d'une mauvaise chanson de Sam Smith. Non, Voilà. mais ils vont la reprendre pour Spectre Gadget, par contre. Ils vont juste mettre des pam. Hey, ça fit tellement. Donc, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission Égal RG2. On parle de BD. C'est le combat des genres. On parle de bande dessinée, d'espionnage / polar. On parle d'Espolar ce soir. Avant la pause, on a fait un tour de table pour présenter nos bandes dessinées. Et là, on va y aller avec un petit questionnaire que je vais poser à tout le monde. Encore une fois, je vous demande de répondre dans l'ordre que le goniomètre vous a attribué. On y va tout de suite. Guillaume, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne dans Black Sad? Ben, à moins que la caverne soit l'Amérique et que les ombres projetées au mur sont plutôt la vie en plein de crimes que le personnage principal vit depuis des temps immémoriaux. Non, il n'y a vraiment pas d'allégorie de la caverne. Et Olivier? Ben, le personnage principal utilise ses talents, ses sens supplémentaires pour capter une réalité qui nous échappe, mais c'est en croquant des choses mortes, donc Peut-être pas, hein? plus ou moins. Ouais, ok. Moi, c'est ça, on présente toujours Fantomas comme une ombre, alors c'est peut-être lui la caverne. Je laisse ça comme ça, là. Je lance ça de même. Ça. Alex? Non, OSS 117 n'est pas très caverneux. Ok, c'est tout, simplement. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? J'ai checké les 101 meilleures citations de Proust. Il n'y en a aucune dans Black Sad, mais toutes les citations de Proust fitteraient vraiment dans un film noir. C'est plein Oui, de hein. désespoir et de de chagrin, de et de laideur. Madeleine. Oh oui. Et de Swan. Olivier? Je sais que Proust était un grand amateur de poulet, mais parmi ses citations, il n'y en a aucune qui le mentionne. Donc, Ben oui, Proust, Saint-Hubert barbecue. Ben voyons donc. Wow. donc non, pas de citation de Proust dans Chou. Ok. Moi, dans Fantomas non plus, il n'y a pas de citation il y a pas de citation de Marcel Proust. Mais il y en a une vraiment, vraiment bonne que je vais vous dire immédiatement. Il y a un personnage, c'est dans une gare, il y a un personnage qui dit à un autre, vous avez fait choir votre châle a chu. Donc l'auteur se fait une passe à la palette pour pouvoir faire son gag de votre châle a chu. J'ai trouvé ça parfait. Quand même puissant. Ouais, Bon vraiment. jeu de mots. Dans OSS 117, on peut présumer qu'il y a des citations de Marcel Proust, sachant que Marcel Proust est un homme qui est mort. Probablement qu'à un moment donné, il a fait un bruit genre... oui, il y a une citation de Marcel Proust, avec le nombre de personnes qui meurent dans les OSS 117. Sa dernière, hein? Oui, sa dernière, on présume. Guillaume, première scène de meurtre et première scène de sexe. Drette à la première page du premier album, Bing bang. 3e case, on voit un cadavre de femme avec un sein à l'air qui a été trucidé par la tête. Alors, pour ceux qui se demandent après la première page dans quel genre de livre on a affaire, vous avez un petit problème, là. C'est un film noir. Oui. On voit au moins, parlant de nudité, dans les 3 premiers albums, on voit à peu près une fois un mammifère féminin qui montre l'attribut principal de son espèce. Et heureusement, ça se restreint aux mammifères. Et on ne voit pas, on s'attarde pas à la nudité des autres genres d'animaux. Ils ont un gallinacé. Nu. Ouais, on évite alors un gros plan épique sur un cloaque turgescent d'un poisson nu. C'est vraiment une bonne chose. Je pense que... Olivier? OK. Chou ne fait pas beaucoup dans la sexualité. Il y a bien sûr là, quelques protagonistes féminines plantureuses, mais c'est pas là que la série se situe. Mais tout de même, à la page 16, du côté des meurtres, John Colby, le bras droit de Tony Chou, reçoit une hache dans la face. Et 3 pages plus tard, un tueur en série se liquide lui-même avec un couteau de cuisine. Et ensuite, Tony Chou en profite pour le croquer parce qu'il y avait encore quelques autres victimes qu'il voulait aller chercher dans la mémoire du tueur en série. Est-ce qu'il meurt, le gars qui reçoit une hache d'en face? Non, il meurt pas. Mais il y Tant a, mieux pour lui. c'est pas un spoiler, là. Quelques numéros après, il y a comme une prothèse métallique. C'est genre un demi-Robocop. Ensuite.
Fantomas, c'est somme toute assez chaste. Là. Il y a peut-être quelques scènes, là, mais à peine une page ou deux. Mais du meurtre, là, il y en a à la grosse pelle. Là. Il y en a vraiment à planche. Là. Fantomas, là, faut pas que tu te mettes dans son chemin parce que t'es mort. pas mal réglé. Il en tue du monde. Dans les deux albums d'OSS 117, plusieurs meurtres quand même suite à quelques fusillades. Il y a même un homme qui se fait couper la tête par une espèce de corde de guitare là, par un des acolytes d'OSS 117 qui s'appelle Enrique Sagara. Donc il y a plusieurs décès, mais pour ce qui est des tout nus, arrêtez tout, sortez le trophée de champion et donnez-moi-le maintenant, parce que dans le premier album, à la première case de la première page, il y a deux hommes qui regardent un Playboy, et plus tard dans ce même album, il y a la conjointe du grand méchant qui le trahit semi, et elle se fait tuer toute nue dans son lit par lui-même. Donc le premier album quand même assez puissant, et sur le deuxième, dès la couverture, j'ai droit à presque 3 femmes nues. Alors OSS 117, quand même le roi des tout nus. Le roi des tout nus femmes, devrais-je dire. Et on a même droit également dans le deuxième album à des statues grecques nues. Fait qu'on voit aussi un attribut masculin bien membré grec. Ouais, mais c'est un pléonasme, ça, une statue grecque. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur, le cas inverse? C'est tellement non dans mon cas que je serais fâché. Là. Les aquarelles dans Black Sad, c'est 95% du charme si on nous fait abstraction du reste du scénario, des personnages, des dialogues. C'est juste débile à quel point que c'est beau cette série-là. Bref, si vous me parlez encore de mettre Black Sad juste en noir et blanc, je vous tue. OK. D'en face. Avec une hache. Puis une statue grecque. Ah oui, pour Chew, en fait, c'est un style un peu, je dirais, cartoon, là, ou oui, Chew. Donc, je pense pas que ça serait heureux, l'utilisation du noir et blanc. Le premier numéro il y a eu une réimpression en noir et blanc, puis c'est plus ou moins intéressant. Mais pour les avis aux collectionneurs, le premier numéro, le numéro 1, première impression de Chew, est un numéro assez rare. Là. Il compte parmi les 60 livres modernes les plus chers. La plus forte vente pour un Chew numéro 1, c'est 2000 $. Donc, en première impression. À chaque fois, je sais pas si tu parles de la BD ou bien si tu tripes vraiment ces trains. Écoute, la couleur de Fantomas, comme Guillaume, c'est un nom catégorique. Les couleurs sont débiles dans la couleur de Fantomas. C'est toujours une atmosphère, c'est toujours un peu cauchemardesque, c'est toujours dans des tons de rouge sang, de orange, de vert. Le premier album, surtout, on dirait qu'il y a toujours une espèce de fumet, de poisson pas frais sur la ville. Là. Il y a une espèce d'ambiance empoisonnée, des couleurs acidulées, beaucoup de vert. Non, écoute, un gros travail sur les couleurs, beaucoup des grandes planches de noir. C'est à peu près toujours les mêmes couleurs. C'est magnifique. Là. Ça peut pas être en noir et blanc. Impossible. Pour avoir feuilleté un petit peu la BD, on dirait quasiment une BD en 3D qu'on regarde sans les lunettes, mais je dis ça de façon positive. Oui, parce que c'est sublime, l'illustration là-dedans. Ouais, c'est très beau. Les couleurs les couvertures sont magnifiques. Les couvertures, il y a presque rien. C'est très abstrait. Mais c'est juste au niveau des couleurs et des ombres là, que ça marche là, 100 000 à l'heure. Pour OSS 117, les localités exotiques et les aventures de l'espion méritent toutes les couleurs qu'elles ont déjà dans les BD. Et comme tout bon espion de son époque, la seule chose qui a le droit d'être en noir et blanc pour lui, c'est son tuxedo qui lui sert à aller dans les sorties mondaines. Ah. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Oui, John Blacksad est super cool. Alors, il doit être bien le fun à aller boire une bière avec. Et son ami Weekly, la belette aussi, est vraiment sympathique, mais lui, il pue. Alors, non. Oui, moi aussi, Tony Chew, c'est sûr que tu peux aller prendre une bière avec ce gars-là. En plus, si quelqu'un a craché dans ton verre, ben il va le savoir, donc il va pouvoir te le dire avec ses super pouvoirs. Et puis, ben, sauf que à chaque fois qu'il prend une bière ou qu'il fait une sortie, ben ça te termine en bain de sang. Donc, c'est jamais un plaisant. endroit peu fréquenté, ça va être moins pire. Prendre une bière, oui. Aller manger avec, peut-être moins, parce que c'est super long à chaque bouchée qu'il prend. Moi, j'irais sans aucun doute prendre une bière et ou un spiritueux avec la gouvernante de l'inspecteur Juve, qui est le héros, si on veut, de l'histoire, qui s'appelle Jeannette. Et au départ, c'est la gouvernante, mais on comprend très vite que ce personnage-là, il y a des trucs
caché chez elle. On présume... Elle aurait pu être une espionne, elle aussi, ou... on sent qu'elle a fait des choses. Il s'est passé des affaires dans la vie de Jeannette, là, et on le découvre au fur et à mesure. C'est un personnage super intéressant. Moi, j'irais prendre une bière avec Enrique Sagara, l'acolyte d'OSS 117, qui est un hispanique un peu sketch, mais qui a l'air très efficace et sympathique, qui est capable justement de couper la tête d'un homme avec une simple corde de violon. Bon, maintenant, une question. Cette semaine, là, ça va être bizarre, parce que s'il y a des réponses oui à ça, il va falloir se poser des grosses questions en gang. Est-ce qu'il y a des parallèles avec votre propre vie? Oui, j'ai déjà été confronté au cadavre d'un chat. Ah, OK. C'est quand même tranquille. Ben, moi, non, pas vraiment. Mon seul super pouvoir quand je manque quelque chose d'avarié, c'est d'avoir mal au ventre. Donc, non. Moi, je suis déjà allé à Paris. C'est ça. Ça compte. Ouais. En fait, l'affaire qui pourrait se rapprocher le plus des aventures d'OSS 117 et ma vie personnelle, c'est les fois que j'ai joué à GoldenEye au Nintendo 64. C'est à peu près la seule affaire qui se rapprocherait le plus des aventures d'espionnage. Mais en français. Que j'aurais pu vivre. Ouais, c'est ça, mais en français. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Et si oui, on a des grosses questions à se poser en gang. Je recommanderais cette série à ma mère et à n'importe qui. Oui, il y a des totons de chat, mais c'est juste merveilleux comme série. Alors tout le monde se doit de lire Black Sad. C'est pas très facile d'approche, là. Ben, c'est un peu décalé, là, le chou, donc faut être prêt à faire la lecture. Donc, maman, si tu m'écoutes, ne la lis pas. Lis Black Sad à la place. Ben oui. Oui, ouais, c'est quand même assez violent. Je dirais que je recommanderais d'autres choses avant. Moi, je ne le conseillerais pas à ma mère, non pas parce que les aventures sont pas intéressantes ou autre, mais j'ai l'impression qu'elle serait pas capable d'aller plus loin que de lire Hubert Bonisseur de la Batte parce qu'elle saurait pas comment le lire ni le prononcer. C'est pas faux. Finalement, on va terminer le petit questionnaire avec l'accord BD Breuvage. Pour Black Sad, la pastille de saveur est sombre et velue. Je recommanderais donc de lire Black Sad en buvant un mélange de scotch et de lait servi dans un bol. De mon côté, Tony Chu, le seul aliment qui n'a pas d'effet sur lui, c'est la betterave, qui annule ses pouvoirs. Donc, j'ai choisi un cocktail à la betterave sur le site de Ricardo, qui s'appelle La Belle Bête. Mettez 1 once de vodka, 1 once de Saint-Germain, 3/4 d'once de jus de citron, 6 fines tranches de betterave, pelées et lavées, 5 gousses d'angostura et une demi-tasse de glace. Attention, Monique de Terrebonne dit que ça salit les blouses. Là, Guillaume, il va falloir que tu m'aides parce que tu as certaines compétences en mixologie. Oui. Est-ce qu'il y a un drink mettons, si je te donne des couleurs, mettons noir, vert, orange et rouge sang, y a-t-il quelque chose qui existe ou qui s'approche de ça? Non. Non, ok. Bon, ben. Une palette de dégustation de bière à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est peut-être avoir ces couleurs-là. Moi, avec OSS 117, en hommage aux multiples jeux de mots... Non, je lis, ça va être un assortiment de ketchup artisanal, un vert, un orange, puis un rouge, puis une Guinness. C'est bon ça, bien joué. Et pour OSS 117, comme je le mentionnais, en hommage aux merveilleux non-jeux de mots qu'il peut y avoir au niveau des titres des albums, notamment le 2e, Bon Mézé d'Athènes, et le 3e, qui aurait normalement été à paraître, ou qui paraîtra peut-être, mais qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle Opération Hindou 3. Hindou 3. Parce que les 2 premiers avaient laissé trop de questions sans réponse. Peut-être, c'est ça. Moi, je pense que j'irais avec une bonne vodka 47. C'est fort. Je la comprends pas, mais moi, c'est normal. Un AK-47. Ah! Hey, c'est fort. Voilà, c'est ça. Et voilà. Tantôt, au début de l'émission, je disais que vous pouviez nous écrire sur la page Facebook, facebook.com RGCKRL. On avait une question. Quelle est votre bande dessinée d'espionnage préférée? On a quelques réponses. On a Gilles qui nous dit Le Coup de Prague, que je ne connais pas personnellement, autour de la table, non? Sinon, il y a notre auditeur habituel, Tondeuse, qui nous écrit à chaque fois. Il nous conseille Mulot, qui semble être un genre de Black Sad, mais avec un âne et en Bretagne. Donc, une série policière animalière, mais avec un âne. C'est peut-être le même principe qu'avec OSS 117 et James Bond. Un est sorti après l'autre, quelques années après. Oui, mais Mulot, je pense que c'est tout récent, là, de ce que j'y comprends. C'est 2017 ou 2016. Il nous suggère également Choc. Donc, voilà. Alors, des suggestions des auditeurs dans la BD. Pour lire tout l'été à l'intérieur, à l'abri du soleil. Ce gars-là, il vente un peu. Là. C'est correct de rester à l'intérieur. Ouais, c'est parfait. Faites bien.
Donc voilà, si vous voulez nous écrire, encore une fois, facebook.com/RGCKRL et le Twitter, #MatraqueMolle. Alex, on n'a rien sur le Non, hashtag toujours, Matraquemolle. toujours bien disponible, beaucoup de Colin. disponibilité. Il reste on le dit encore, hein, mais il y a beaucoup de place dans Ouais, le hashtag. gênez-vous pas, là. Oui, oui. Plusieurs octets sont à votre disponibilité. Oui. Ben molle. Oui. On va terminer l'émission avec notre petit débat. Faut vendre notre salade au goniomètre. Faut lui prouver que notre série mérite d'être sauvegardée pour le sondage de demain. Alors, Guillaume commence avec pourquoi on devrait sauver Black Sad. Parce que Black Sad, c'est une histoire, une lettre d'amour au style noir. Dès la première page, comme j'ai mentionné, on voit le cadavre d'une morte qui est l'ancienne amoureuse du personnage principal. Et après, tout de suite après, t'as le commissaire qui lui dit de pas se mêler de l'histoire. C'est tout ce qu'on veut avoir dans un roman policier est là. L'ami journaliste un petit peu croche. Le personnage qui est un détective privé paumé, c'est un chat noir et c'est vraiment pas pour rien. Et encore une fois, les illustrations à l'aquarelle de Guarnido, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine. Chaque case est une œuvre d'art. C'est pour ça que chaque album prend entre 2 et 5 ans à réaliser 5 merveilleux albums, chacun avec leur petite touche personnelle. Le premier, c'est vraiment l'histoire noire conventionnelle. Le deuxième, c'est plus des allusions au Ku Klux Klan. Le troisième, c'est plus le communisme et la menace nucléaire. Dans le quatrième, on a vraiment une belle arôme de jazz à la Nouvelle-Orléans. Et finalement, le tome 5, on tombe dans le road trip et la culture beat, où est-ce qu'on a plusieurs références, notamment à Jack Kerouac. Alors, c'est une histoire d'amour envers l'Amérique, mais en n'ayant pas peur de montrer ses travers, parce qu'à l'époque, l'Amérique, c'était la lande de l'espoir, mais il y avait vraiment beaucoup de laideur. Et alors, c'est un livre aussi beau qui montre des choses aussi laides. C'est un tour de force. Voilà, Black Sad de maintenant Chou avec Olivier Morissette. Un mot qu'on ne se tanne pas de dire, hein, Chou. Non, d'ailleurs, déjà pour ça, mais sinon, Chou est une série qui a brassé l'univers du comic book, qui a été reconnu par les pairs, là, qui a entre autres mérité un prix Eisner, mais aussi un prix Harvey pour meilleure série. Sous ces allures là, décalées, puis en fait c'est vrai que ça l'est, c'est original, c'est une série qui est quand même palpitante, qui est pleine de rebondissements. Si vous aimez les parleurs qui vous laissent des indices, puis qu'après ça qui reviennent vous chercher par la suite dans les albums suivants, c'est une série que vous allez aimer. Très originale dans le niveau de la temporalité aussi. Les auteurs ont pris des libertés là, dans la succession des cases, là, des fois, qui sont intéressantes. Le numéro 27 vient après le numéro 17 dans la continuité pour faire un bond dans le temps dans la série. Puis après ça, entre le 26 et le 28, il y a un trou. Donc, pour vous montrer comment que ça a été, que c'est des auteurs là, créatifs. Donc, c'est une super belle série qui réinvente le genre, mais qui va, je suis sûr, vous accrocher. Et puis, vous avez 12 tomes pour en profiter. Donc, c'est 12 tomes, c'est à peu près quoi, 6 numéros par tome? Ouais, c'est ça, c'est 60 numéros au total. Il y a aussi des omnibus, là, donc des très gros volumes en cartonné là, qui existent, là. 4 entre autres, en tout. Donc, on le rappelle, chez Image Comics. Écoute, La colère de Fantomas, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que Julie Rochelot, là, c'est vraiment c'est une étoile montante. Elle a fait également La Petite Patrie il y a quelques années, et Betty Boop qui est sorti tout récemment, qui est un succès, je l'ai pas lu au complet, mais de ce que j'ai lu, c'est incroyable, et son dessin, c'est vraiment la grande force, parce que l'histoire évidemment ça roule rondement là, c'est tout à fait c'est bien, une bonne histoire, un bon thriller, un bon polar avec des personnages intéressants, beaucoup de certaines touches d'humour avec certains des personnages secondaires, surtout comme je disais, Jeannette. Il y a un personnage aussi qui s'appelle la Toulouche, que je lis toujours la Tourlouche. Mais ça c'est plus un peu la Bolduc. Donc quelques personnages humoristiques, mais ça on est dans le bon vieux trailer un peu historique si vous aimez cette période-là. Les années 10, mais c'est vraiment Julie Rochelot qui fait vraiment la force. Son dessin, c'est dynamique. Il se passe toujours quelque chose dans ses dessins. C'est très peu conventionnel. C'est à la limite un peu abstrait. Elle joue beaucoup avec les ombres.
ses couleurs, des fois on voit même des marques de crayons de couleur, des belles techniques. Il y a de l'action, il y a toujours de l'action. Ça, écoute, les dernières 30 pages, là, ça se lit rapidement parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. La façon qu'elle découpe ses cases dans ces pages-là, elle fait des cases, il y a des cases de poursuite qui sont assez incroyables où justement elle accélère l'action dans une page, après ça elle ralentit. À un moment donné, il y a une double page qui est incroyable, vous irez voir ça dans le 3e tome, où elle nous montre le parcours d'une poursuite avec juste des traits. C'est un peu surréaliste, on dirait vraiment une toile surréaliste, mais on comprend assez vite que c'est la poursuite dans Paris, il y a juste des traits et des ombres, c'est incroyable, c'est vraiment une dessinatrice incroyable, je pense que c'est la série qui l'a un peu révélé de ce que je comprends. Avec raison, c'est une fille de Montréal. C'est pas gênant de dire hey, ça c'est du talent québécois. C'est incroyable, c'est vraiment très bon. Il y a quelques petits détails que j'ai bien aimés. Sur une des cases, il y a une réceptionniste. Il y a des bons gags de réceptionnistes, d'ailleurs, parce que dans les années 10, on s'entend que le téléphone, là, c'était pas encore... Ils appellent ça le progrès. L'inspecteur Juve, là, il est fâché contre le téléphone. C'est le progrès, ça marche jamais. Et la réceptionniste répond au téléphone et elle fait juste mettre 2 petites fleurs autour de la case, comme en disant « Sûreté générale, bonjour ». On l'entend juste avec les 2 petites fleurs, on entend la voix. C'est une belle petite touche qu'elle a ajoutée. Donc voilà, une belle série, 3 tomes, ça se lit très vite, c'est magnifique à regarder. Colère de Fantomas, voilà. Si ça gagne pas, je pense que je coupe l'émission là. Ah, OK. Laisse-moi juste défendre OSS 117 avant. Et je suis capable parce que je ne connais pas tout. Je pense que il y a un missile qui part. Je suis pas trop sûr de tout ce que ça fait, tout ça. Oui, alors pour ma part, OSS 117 paru chez Soleil en 2015-2016. Donc c'est tout récent, JF. Dans les 2 premiers albums, en fait, j'ai vu une belle progression entre les 2 histoires des 2 premiers. Puis moi, si j'avais quelque chose à dire à propos d'OSS 117, c'est comme le Super Mario Bros des espions, c'est-à-dire tout est bien balancé, tout est bien placé, il n'y a rien qui dépasse. On sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans au niveau du prototype de l'espion charmant, grand, beau, à qui rien ne sévit ou ne subit ou aucune défaite. Tout ce qu'il entreprend, il va le réussir avec quelques personnages sur lesquels il doit enquêter, qui sont-ils méchants, sont-ils gentils, qui sont-ils, et s'ils sont des femmes, si elles sont des femmes, dis-je, va-t-il coucher avec elles? Voilà. Oui, la réponse c'est oui. La réponse c'est tout le temps oui. Alors, OSS 117, c'est ça. C'est le proto James Bond. C'est sorti avant lui. Ça l'a mis la table pour tout ça. Un succès monstre en France au niveau des livres, au niveau des films également, même avec la renaissance avec Jean Dujardin il y a quelques années, même si c'était plus humoristique que plus dans l'action dite sérieuse. Et ces 2 albums-là, je suis déçu que le 3e soit pas sorti. J'aurais aimé ça voir la suite de la progression, mais si jamais vous voulez retrouver quelque chose de bien standard, bien beau, bien bon, OSS 117. Alors, messieurs, j'ai le résultat du goniomètre. Le goniomètre m'a dit que les 2 bandes dessinées qui sont sauvées, c'est Black Sad et La Colère de Fantomas. J'ai une dernière petite chose que j'avais oublié de parler pour mettre le point final de la supériorité de Black Sad. Dans le 2e album, Arctic Nation, à la page 10, on a une authentique matraque molle. Oh! C'est vrai. Dans le cercueil. On va mettre ça sur la page Facebook. D'ailleurs, la page Facebook, facebook.com/RGCKRL, Twitter, #MatraqueMolle, iTunes, Google Play, ERG2.com pour les balados-diffusions. On vous remercie. Guillaume Plante, merci. C'est moi qui te remercie. Alex Drouin, merci. Un grand plaisir. Olivier Morissette, merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est la BD Western. Mon nom est François Angers. Je vous laisse au bon soin de l'émission Rock et Gaz.